Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Twitch, avec les galères techniques habituelles. Rien de surprenant pour ceux qui nous suivent sur Twitch, mais d'habitude on n'a pas autant de retard. On est désolé, en tout cas on va pouvoir commencer. Donc petit rappel de ce qu'est l'Apéro Web pour les nouvelles têtes. L'Apéro Web, c'est une association qui crée des meet-up, des after-work un peu tech avec des présentations, voilà, histoire d'avoir un peu plus de culture dans notre monde web de manière générale. Donc là, on va parler d'IA, mais on peut très bien parler du UX de produits, de développement web pur, du PHP, du JS, du Python. Enfin voilà, les thèmes sont très très larges. On fait des apéros donc tous les mois. On est accueilli par plein d'entreprises chaque mois. Et donc ce mois-ci, on est chez Focus. Et là, je vais laisser la parole à Thibaut. Exactement. Pour Merci nous Alexis. Ce qu'est Focus. Merci beaucoup. Il faut que je me décale, c'est ça, très bien. Eh bien, écoutez, ravi d'accueillir Apéro Web ce soir. On a un peu de retard, donc je vais faire rapide et efficace. Donc qui nous sommes? Nous sommes Focus. Du coup... Ah oui, il y a des slides. Du coup, il y a des slides. Désolé. C'est toi le gars qui... Non, d'accord. Ok. D'accord, t'as rien dit. Ok, ça marche. Ben voilà. Donc qui on est? Donc on est Focus. On est une ESN. Donc je pense que ce soit vous, que ce soit les gens sur Twitch, vous savez ce que c'est qu'une ESN. Après, on s'est créé avec Xavier, mon associé, donc sur une idée simple. En fait, c'est essayer de remettre l'humain au milieu du process et surtout dans la technologie. Donc on valorise les réussites de nos collaborateurs. Et on essaie d'ériger leur bien-être en priorité absolue. Rapidement, je passe, c'est pas l'idée ce soir, c'est voilà, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, une belle croissance, plus de 100 collaborateurs qui nous accompagnent tous les jours, et on est fiers de les avoir à nos côtés pour justement aider nos clients à développer les nouveaux produits, etc. Donc que ce soit beaucoup dans la data et un peu dans l'IA, ça commence à venir, mais vous verrez que ce soir, effectivement, on est sur des sujets qui trustent. Prochaine slide, elle change tout seule ou non? Je claque des doigts et ça marche normalement? Ah voilà, magnifique. Donc effectivement, on propose plusieurs typologies d'expertise, de la transformation digitale ainsi que de la mobilité. Ah ok, j'ai plus qu'à appuyer, c'est quelle technologie ça? De l'informatique appliquée, de l'infrastructure, du cloud, de la cybersécurité et du consulting logiciel, et tout ça, bien sûr, au cœur de cet ensemble de business unit, ou en tout cas d'expertise, vous retrouvez en fait de l'innovation, et ça tombe bien, c'est le sujet un peu de ce soir, à la fois autour de la data, de l'IA, et bien entendu du machine learning. Une offre de service qui est assez développée aujourd'hui. On propose de l'audit autour de la cybersécurité, de l'infra, de l'architecture, de l'expertise, du conseil avec l'expertise métier, technique, du consulting, pareil de la même manière sur de l'innovation, typiquement si je reprends les sujets, big data, mais de la cybersécurité, de l'infra et du cloud. Des projets sur mesure, c'est important aussi aujourd'hui pour nos clients de leur apporter cette valeur ajoutée, de pouvoir from scratch finalement créer un projet, et bien entendu des centres de services avec voilà, du support, de la TMA et tout ce qui est infogérance. On a développé avec l'aide donc d'un de vos interlocuteurs ce soir, le fameux El Famoso Luc Veuillet, une offre IA. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas souhaité se présenter comme des experts IA, mais plutôt comme une entreprise qui aide les sociétés à comprendre en fait ce qu'est l'IA. Et ça va en fait simplement correspondre à une maturité de nos clients. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la maturité autour de l'IA, il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Tous les jours, il y a des annonces qui sont faites. Si vous suivez les Twitter, les Twitch, etc., on en a de partout. Et nos clients ont besoin d'avoir une compréhension. Donc, on peut déjà les aider à débunker un petit peu et comprendre qu'en fait, non, l'IA, c'est pas Skynet forcément tout de suite, a priori, et ça va pas nous envoyer des bombes sur la tête. Quoique, si on écoute Sam Altman, a priori, c'est dangereux. On peut aussi les aider à définir une stratégie de développement. Donc l'idée, c'est de réunir en fait un panel de personnes au sein de la société et de se poser les bonnes questions et de savoir où est-ce qu'on peut mettre l'IA pour justement soit accélérer le business, soit répondre à des besoins internes. Et si jamais on arrive ensuite sur des sociétés qui sont déjà assez matures et qui ont déjà défini que l'IA était chez eux quelque chose qui était pertinent, il fallait avancer dessus, bah, clairement commencer à travailler sur des POC, une optimisation du ROI, avec un objectif qui est simple en fait, c'est valider la mise en place du bon agent IA au moindre coût.
Voilà. J'ai fait rapidement parce qu'on est très en retard et que vous avez tous soif. Donc, je vais laisser place aux deux experts sur la partie IA et sur la partie data. Bonsoir tout le monde. Du coup, vous avez déjà eu une petite introduction de Luc. Du coup, je me permets de me présenter. Je suis Michael Favel-Guidet. Je suis data ingénieur senior dans une boîte de conseil qui s'appelle Little Big Code. On s'est implanté en tout cas dernièrement sur Lyon pour rayonner également sur Lyon, étant donné qu'on a un cabinet de conseil initialement parisien. Mais on ouvre en tout cas nos perspectives en tout cas commerciales dans l'Amérique du Sud actuellement. Donc c'est une société de conseil également qui est en grande expansion. Du coup, Luc, peut-être je te... Un peu plus en détail. En 2 mots de mon côté, c'est une société qui s'appelle Gamaka qui propose du lead AI externalisé. Comme vous allez voir ce soir, c'est ce qu'on va essayer de présenter le plus largement possible. L'IA, c'est très global, c'est très large, il y a plein de métiers. Et les ressources aujourd'hui en entreprise qui sont capables de piloter l'intégralité manquent encore. Donc moi, j'interviens sur plusieurs entreprises pour suivant les états de maturité dont a parlé tout à l'heure Thibaut. Pour enchaîner, on va vous parler ce soir de data. Pour ceux qui en doutent, j'ai essayé d'avoir des données les plus récentes possibles. Celle-là, elle est de 2025. C'est sur les montants d'investissement qui sont prévus, puisque pour toutes les entreprises, c'est devenu une priorité, au moins les 3/4 d'elles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des entreprises françaises, en tout cas celles qui font plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont prévu de consacrer plus de 25 millions d'euros à l'IA. Donc on est au-delà du bac à sable, on est au-delà de l'expérimentation, on est déjà sur un premier niveau de maturité. Il y a 3 grandes étapes et on est déjà sur la deuxième l'année dernière et les années un petit peu avant, parce que c'est quand même une technologie qui s'est révélée au grand public il y a 3 ans à peu près, même si bien entendu l'IA est là depuis bien des années, voire des années 50 sur les premiers algos. Le premier usage, et vous le faites tous au quotidien, c'est de résumer du texte, c'est de lui demander une idée. Voilà, c'est un travail, je vais dire, bureautique d'usage de l'IA qui a permis à beaucoup de découvrir les possibilités. Aujourd'hui, on est en 2025 plutôt sur l'intégration d'assistants personnalisés, on va y revenir tout à l'heure, dans des process. Donc on est sur une première problématique qui est la refonte des process pour faire cohabiter, en tout cas adapter ces assistants à des processus existants et évidemment à des humains qui travaillent dessus. Derrière, et ça va commencer dès l'année prochaine, vu les montants d'investissement cette fois-ci aux États-Unis, on est sur l'invention avec une vraie problématique qui est d'être AI native, comme il a fallu être digital native, et puis s'intéresser aussi au smartphone. Web, il fallait faire des applications natives. Donc le natif, il est là pour vraiment questionner les possibilités. On prétend, on propose, on promet, on l'a vu tous les jours, de nouvelles révolutions. Donc ce sont des réflexions qui sont autour du système agentique, c'est-à-dire une IA qui est beaucoup plus autonome et qui va devoir, avec laquelle les humains vont devoir cohabiter. Je poursuis rapidement et c'est vraiment des chiffres qu'on a voulu choisir très précis. Il y a un phénomène qui est qu'entre 2023 et 2025, 24-25, on a vraiment une explosion. On avait 6% des entreprises qui avaient commencé à faire des POC, en tout cas à tester, regarder des choses. Là, on commence à avoir du vrai déploiement. On le connaît bien chez Focus, on voit les problématiques RH. On est vraiment sur le déploiement dans des processus, dans des métiers verticaux, finance, RH, supply chain, de projets. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est essentiellement encore dans les mains, je dis bien encore, dans les mains des DSI, en tout cas de l'IT. Les données qu'on a pu récupérer, c'est une augmentation pour passer de 10 à 12% du budget IT. Donc par rapport au montant dont on parlait tout à l'heure, on commence à trouver des montants assez conséquents. Et d'un point de vue un peu plus global, ce qu'on peut dire, pourquoi ça correspond à ce moment-là, parce qu'on a une stabilisation. Il y a eu une course entre OpenAI, puis après Anthropic est arrivé, puis Mistral. On a globalement, et les experts pointus me pardonneront, évidemment toujours des différences, mais globalement une stabilisation des performances. Très honnêtement, pour le travail quotidien, tous les grands modèles sont capables de faire la même chose, y compris en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire de multimodalité, de traiter de l'image, de l'audio, de la vidéo, du son, et d'avoir des connexions extérieures. Donc les fonctionnalités qui étaient souvent lancées en premier sont très vite rattrapées par les autres. Là, on a un Claude qui manipule très bien Excel.
il y a fort à parier que les autres suivants vont très très bien manipuler Excel dans les semaines ou mois qui viennent. À côté de ça, il y a évidemment une baisse des coûts, mais qui est depuis toute l'histoire de l'électronique au sens global commune. La baisse des coûts des tokens et la baisse des coûts des infrastructures permettent, en plus d'une accessibilité technique, parce que, il faut l'avouer, et ça c'est un tabou qu'on veut casser, on n'est pas expert parce qu'aujourd'hui, pour faire fonctionner un LLM avec une API dans une interface web, il n'y a pas franchement besoin d'être ingénieur. Donc, il y a une accessibilité, peut-être pseudo-accessibilité, on pourra en débattre après sur la qualité de ce qui est produit, mais en tout cas, il y a une attractivité qui se fait pour des populations bien au-delà du cercle purement technique. Et avant de repasser la parole et qu'on rentre dans les détails, parce que là, aujourd'hui, c'est trop simple. Je remets très souvent ce Hype Cycle de Gartner, qui est toujours très intéressant, qui, je vous rappelle, fait plusieurs phases. La première, c'est, voilà, il y a des choses qui arrivent, et puis en haut, ça y est, c'est la révolution, ou, comme le disait Thibault, on va tous mourir. Et on a surtout le slope of disillusion, qui est, voilà, là où tout le monde se rend compte que c'était pas aussi magique que ça, c'était pas aussi prometteur. Donc je vous laisserai le regarder en détail, il est public. L'intéressant, c'est de voir derrière la courbe qui remonte, c'est vraiment le plateau de maturité où ça y est, c'est installé. On peut penser au digital, on peut penser à l'IoT, on peut penser à plein de choses qui désormais sont passées de ce côté-là. J'ai juste mis en exergue en haut à droite que l'atteinte du plateau, elle sera sous 2 ans pour un élément qui est fondamental, qui est le Edge AI, c'est-à-dire en fait de plus petits modèles, donc des Small Model Language, Small Language Model, des SLM, pardon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers, peu importe. On en a un qui est sorti chez Google, qui est super intéressant, qui fait 250 mégas. Ça tient, je ne vais pas dire dans une montre ou une calculatrice, mais on va être capable d'aller finalement se passer du cloud, d'aller surtout presque fonctionner en offline sur des devices. Donc ça questionne aussi les modèles économiques et les modèles techniques. On en parle, et c'est là-dessus qu'on voulait insister. Oui, la maturité des agents sera dans 2 ou 5 ans. Ça veut dire que si vous n'y êtes pas maintenant, c'est pas bon. Donc si c'est mature dans 2 ou 5 ans, c'est qu'en ce moment, en effet, le vrai sujet, il est autour des agents, même si eux-mêmes ne sont pas tout à fait matures. Pour revenir sur des choses plus drôle, et tu vas te charger de lancer la vidéo avec la télécommande, ouais, ce qui est loin d'être gagné. On l'a pas testé, ça. Non, on l'a pas testé. Ouais, vas-y. D'accord. Est-ce que ça fonctionne? Donc en effet, récemment, donc on a parlé de tout ce qui est le large language model et tout cet écosystème-là de generative AI. Et en tout cas, il y a beaucoup d'avancées, limite chaque jour. Et on voulait un peu démontrer quelles sont les capacités à la fois de la partie GenAI et de ce que, en tout cas, les différentes parties prenantes, donc ici TikTok, mais du coup, on va essayer de voir si ça fonctionne, qui permet en tout cas de générer des images et voire même toute une vidéo de 7 secondes environ avec vos propres idées. Donc, effet démo, on aime bien. On va essayer sur la prochaine, celle-là ne fonctionne pas. Ah, tente ta chance sur la prochaine. Très bien. Eh bien, du coup, la prochaine, donc TikTok, en effet, a sorti un nouveau modèle, une nouvelle version de leur modèle. Et en tout cas, là, c'est Alibaba, donc des Chinois, qui nous permettent d'animer, en tout cas, de rendre, en tout cas, un flux vidéo en version animée. Donc ça, c'est sorti tout récemment. Il y a un collègue qui a fait un post LinkedIn, en tout cas tout à l'heure, à ce propos. Et normalement, on avait une vidéo justement qui représentait ça. Michael, je crains que ce soir, nous n'ayons pas les vidéos. Et je pense que c'est un... C'est un petit problème. C'est un sujet de player. Et voilà, là, il n'y a pas d'IA. C'est un bug. Mais grosso modo, CentOS 117, reconverti en tout cas en animation. Assez marrant, du coup, voir à quel point, en tout cas, ça fonctionne bien. Mais bon, techniquement, vous ne le voyez pas. Vous aurez la joie de le découvrir. Pendant l'apéritif, on fera une présentation vraiment que de ces cas. Exactement. Un autre cas d'usage, en tout cas à Little Big Code aussi, on a fait partie du hackathon de Hugging Face concernant la robotique et on a gagné le premier prix. Je fais un peu la promo quand même. Bravo. Et ça marchait. Et ça marchait, exactement. Et du coup, c'est un robot qui permet de construire, je ne sais pas si on va le voir,
qui s'appelle Le Chef, qui permet de construire un sandwich de façon automatisée. Et en tout cas, on donne la commande vocalement à notre interface et il nous construit du coup le sandwich. Bref, on va passer la démo. D'autres secteurs, en tout cas Gemini s'y cale également à générer en tout cas des vidéos à partir du texte. Là c'est la vidéo d'un blobfish qui fait du beatbox exactement, c'est marrant. Donc en effet ça c'est intégré directement dans Gemini, c'est l'assistant que vous avez peut-être directement dans votre Android. Michael, est-ce que je peux t'interrompre? Mais oui. Parce qu'on a décidé de jouer un sketch. Allez-y. Allons-y. Il y a un truc qui est frappant, c'est évidemment c'est facile pour tout le monde, ça crée des résultats visuellement assez séduisants. Séduisant ne veut pas forcément dire réaliste. Et je vous invite, et on pourra vous le partager, à aller regarder des comparatifs qui ont été faits sur les différents modèles et leur capacité à reproduire les phénomènes physiques. Et quand vous voyez un cheval qui court, qui est magnifique dans le désert, c'est super, il est en métal, sauf qu'en fait, le sable s'enlève devant ses jambes, etc. Donc les propriétés physiques des animations... Ça marche également pour les vagues. Voilà, sont loin encore d'être réalistes. Ça pourrait arriver, mais... En effet. Non, en effet, les lois de la physique ne sont pas garanties, en tout cas avec la partie génération. Ce qui est un peu dommage. Tu voulais peut-être le présenter, celui-ci? Je tente ma chance. J'ai pas pris le risque. Non, ça c'est pour vous montrer, parce que typiquement, c'est un exemple d'usage qui sont permis par l'IA, qui sont très sympas en marketing. On a des fiches produits, on vous a parlé tout à l'heure des offres. Comment est-ce qu'on peut recycler, réutiliser ces fiches produits? Alors, il y a peut-être du son online, mais nous, on n'a pas voilà, de son. Donc ce soir, mais de toute façon, c'est normal, hein, ça pouvait nous tomber que dessus. C'était très bien. Bref, on vous le passera à nouveau. Non, Eleven Labs, c'est un des très gros acteurs de la partie audio, essentiellement sur la partie voix, avec un studio pour aller dupliquer des voix de personnes. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné ce PDF et je lui ai dit, transforme-moi ça en un podcast avec un journaliste qui pose des questions, quelqu'un de Focus IT qui propose des réponses. On a 30 secondes de podcast qui, en fait, sont une version audio d'une communication. Évidemment, avec les autres outils IA qu'on a vus, on pourra en faire une vidéo, on pourra en faire un article de blog. Voilà. Donc mais dis-moi, Luc, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un concurrent à Eleven Labs? Mais bien sûr qu'il y en a. Est-ce que l'audience connaisse en tout cas un majeur concurrent à Eleven Labs sur ce domaine-là en tout cas? Bah moi j'ai fait un peu le podcast avec un notebook LM, voilà. avec mon CV. C'est très bien. D'ailleurs, si vous intéresse, vous allez sur LinkedIn, j'ai fait un post là-dessus. Ah bah très bien, bah super. Vous allez mettre mon CV en ligne, en audio. Et bah c'est ça le meet-up, c'est cool. Exactement. Voilà, c'était un peu pour voir qui est-ce qui dans l'audience a bel et bien manipulé cette partie-là. Nvidia. En tout cas, il se positionne sur pas mal de choses, mais notamment, en tout cas, sur un modèle, en tout cas, qui permet de générer de la musique. Donc, principalement, en tout cas, des effets sonores, mais aussi de la musique. Donc, ça remplace votre Dr. Dre, je sais pas, Jul, alors, pareil, je ne sais pas, mais il y a pas mal d'artistes, en tout cas, sur Spotify, qui, en fait, émergent grâce à cette musique-là. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Ah, il y en a au moins. Est-ce qu'on est d'accord que quand nous, on trouve quelque chose de super sympa, d'un point de vue musical et musicien de formation, il y a quelque chose qui ne va pas? Voilà. Voilà. C'est un peu comme le problème de la physique. Non, ce sur quoi on voulait insister, c'est que, et il n'y a pas de critique, et c'est comme ça. En fait, ça rend tout facile, ça rend tout accessible. Et en fait, derrière, on ne va pas être dans le débat tout de suite, on le fera tout à l'heure, mais il y a un vrai rôle de l'humain qui est de garder un regard critique. Et surtout pas de s'en satisfaire parce qu'on a un nivellement. Tout le monde peut faire finalement de la vidéo, du texte, de l'audio, des podcasts. Exactement. Donc on a l'impression que le niveau monte, mais en même temps il est un peu le même pour tout le monde. Exactement. Donc il y a une prime quand même à l'authenticité. Et voilà, c'est quand même important à garder en tête. En esprit, oui. Totalement. On le savait, donc on n'en a pas mis. Non, sur les chatbots, on aurait pu commencer par ça. Tout le monde à un moment a été confronté à un chatbot. Voilà, c'est le cas d'usage principal qui vient historiquement quand même d'un sujet qui est le NLP, qui est une forme de machine learning. Donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça a pris des proportions et des capacités avec le RAG dont on va parler juste après, très intéressantes en termes internes ou externes d'usage. Bah, peut-être.
Oui, alors certainement, s'il y a des musiciens, il y a peut-être aussi des développeurs. Ah bon? Ah, Focus IT, il n'y a pas de développeur. Prévu. Non, alors, tout le monde connaît Cursor, peut-être vous avez essayé, on en parlera tout à l'heure, Kiro, qui est la version, l'IDE avec de l'IA de AWS. Moi, je trouvais intéressant de se dire c'est quoi les sujets autour, parce que accélérer le développement, c'est une chose. Il y a toujours des problématiques de spécification, il y a toujours des problématiques d'UX, il y a toujours des problématiques de sécurité, de mise en prod. Et là, j'ai trouvé, parce que j'ai commencé à l'essayer, c'est assez intéressant. C'est vraiment du monkey test, mais piloté par l'IA, qui va du coup lui-même automatiquement, sur la base d'un code, imaginer les use cases, enfin les tests, les cas de test, produire les jeux de test, exécuter les jeux de test et faire tout le rapport. Et vu qu'on est entre nous quand même dans un meet-up à bientôt 21h un jeudi, je ne sais pas qui kiffe particulièrement faire des jeux de test et suivre leur exécution. Voilà. Donc il y a aussi des endroits où c'est vachement utile et vachement sympa et agréable d'avoir de l'IA. Et oui, et du coup, en effet, on a parlé un petit peu de tout ça, mais on arrive un petit peu à la partie automatisation et qui est la partie, en tout cas, agentique des différents modèles. Et cela permet, en tout cas, de planifier et d'acter, en fait, sur certaines parties spécifiques, en tout cas, d'un workflow, par exemple, ou en tout cas, par exemple, en effet, pour planifier un voyage, eh bien, du coup, on peut demander à notre IA de nous faire un plan pour le voyage, nous booker, du coup, l'avion, ce genre de choses. Et en tout cas, c'est la partie, en tout cas, agentique qui nous permet, en tout cas, de communiquer, en tout cas, avec ces différentes briques grâce au langage. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un agent? Il n'y a pas de tabou, hein. On en parle. Il y a beaucoup sur LinkedIn, il y a des spécialistes de tout. Vous êtes censé tout comprendre. Donc, c'est bon pour tout le monde, les agents ou... Ok. Bon, bah, parfait. Hein, très bien. On finit la présentation ici, du coup. Ouais, bah, j'en ai parlé tout à l'heure. L'intérêt, c'est, comme je disais, c'est un peu du nivellement. On a eu... ça, c'est donc Kiro d'AWS. Ça utilise Claude Opus 4. Bon, ça pourrait utiliser GPT, un 4o ou autre. C'est pas ça le sujet. Il y a vraiment des vrais choix marketing. Et c'est ça qui est intéressant. Eux, ils ont vraiment mis le paquet. Et je vous invite à le tester. C'est assez bluffant. Sur l'amont, sur la partie spec. On pourrait presque s'arrêter là. Franchement, pour en avoir fait comme vous des specs, c'est quand même bien compliqué de rien oublier, et ainsi de suite. Là, on a une capacité de déroulement des specs sous un format interview, avant même de tomber le moindre code. Ça fait plaisir d'avoir un vrai document de spec qui va jusqu'aux UAT, jusqu'aux tests utilisateurs, jusqu'aux tests unitaires qui va faire lui-même dans l'exécution du code derrière. Voilà, rien que ça, c'est assez intéressant et on part vraiment d'un projet. J'ai envie de réaliser ça et il va mettre en place de manière agentique l'intégralité des assistants qui vont faire la spécification, la sécurité, le linting, etc. Et on en parlait en effet tout à l'heure. GitHub a sorti aussi leur propre outil de spec qui s'appelle le GitHub Spec. Enfin bref, casse pas trois patins, là. Bon, qu'est-ce qui pourrait me définir RAG? C'est bon. La génération augmentée par la récupération, donc on va chercher des données dans des stockages, par exemple des bases de données ou n'importe quoi. On va chercher des informations qui correspondent à ce que la personne recherche. Oui. Et après, on donne ça au moteur de telle manière qu'il génère après du contenu par rapport à ce qu'il a récupéré. C'est bien résumé. C'est bien, on n'a pas à le faire. Bon voilà, très bien. Next. En effet, non, mais pour voir un petit peu par rapport au schéma en tout cas qui est présenté, un utilisateur en tout cas va pouvoir en tout cas faire une requête. À partir de là, en tout cas, c'est le LLM qui va aussi prendre la requête et grâce à un retriever, va pouvoir récupérer en fait de l'information supplémentaire pour enrichir sa connaissance qu'il a lui de base. Avec en tout cas les bases de données, ce genre d'outils en tout cas qui sont présentés en tout cas à ce modèle-là. Et ensuite, en effet, il faut bien que le modèle aussi puisse répondre à l'utilisateur. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? C'est juste après. C'est juste après. Voilà. Ouais, non, pourquoi? Enfin, le RAG, voilà, on l'a expliqué. La question, elle est de savoir quel est l'intérêt. Encore une fois, pour ceux
l'oublieraient, parce que des fois on tend à l'oublier. Il y a une forme de généricité des LLM. Ils ont tous été entraînés sur des corpus qui sont très généraux, qui ne sont pas forcément spécifiques à l'entreprise. Ils ont une date de fin d'entraînement qui fait qu'on n'a pas d'informations postérieures. On a surtout du coup des zones qui sont moins quadrillées de savoir. Donc c'est ce qui peut notamment donner la liberté à ces LLM, et c'est assez drôle d'halluciner, c'est-à-dire d'aller inventer le contenu le plus plausible, puisque ce sont des systèmes probabilistes, pour aller finalement répondre dans cette zone. Un autre élément, et ça c'est important, c'est que quand on travaille vraiment avec des fichiers qu'on a maîtrisés, qu'on a pu mettre à disposition du moteur, on a un appui sur la source qui parfois est plus précis. Moi je me suis vu quand même demander des sources ou avec quand même un aplomb assez inimaginable, un LLM vous répond avec un article, un auteur et un lien. Vous cliquez sur le lien, il n'existe pas. L'auteur, vous pouvez les chercher. L'autre jour, ça m'a pris 1 heure, je me suis amusé à me dire, mais c'est pas possible, il existe ce mec. Non, il n'existe pas. Donc c'est bien quand même d'avoir de l'info solide qu'on puisse aller, sur laquelle au moins on puisse vraiment vérifier, au-delà de la performance, au sens vraiment de la pertinence de la réponse, parce que c'est quand même ça le sujet. Le problème des hallucinations, ou plus globalement du système probabiliste, c'est que vous aurez toujours une réponse. Et on en revient quand même à la qualité de la réponse. Malheureusement, les copier-coller font que, voilà, j'ai la réponse, je la mets. C'est pas qu'elle est fausse, c'est juste qu'elle est... faut faire jouer notre esprit critique. Elle est pourrie. Je veux dire, il y avait moyen de faire mieux. Donc c'est un des moyens de faire mieux, en tout cas. Peut-être des questions, non? Non. En effet. Alors, ouais, non, je voulais... Alors, je voulais place, si vous en avez fait, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est intéressant, c'est de montrer en fait que le RAG, on peut le voir de manière très simple, c'est je crée mon assistant et puis je lui donne un peu de contexte avec des fichiers attachés. Et encore une fois, pourquoi pas, et il ne faut pas hésiter à le faire quand on travaille sur un front grand public. En revanche, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un vrai travail derrière, et c'est vraiment tout ce qu'on va dérouler avec Michael. Ça implique plusieurs métiers, quand on fait vraiment ça à l'échelle de l'entreprise, qui sont évidemment le métier lui-même, parce que c'est lui qui connaît la définition du bon corpus et des bonnes réponses. Il y a évidemment le management pour la gouvernance, il y a la partie IT pour l'architecture, parce qu'elle est assez critique en termes de performance. Et il y a évidemment la data, même si on parle de PDF et on parle de drive. Et c'est là où c'est un vrai sujet. Des fichiers sur un drive, dans une entreprise aujourd'hui, nous, ce qu'on nous demande avec Focus, c'est aux mains de qui? De l'utilisateur, de la data, division data ou de l'IT? Qui gère la donnée? Ça, en termes de gouvernance, ça commence à être un vrai sujet, puisque avec un autre sujet, MCP, qui est donc un protocole standard pour mettre à disposition du contenu des LLM, potentiellement, tout le patrimoine de l'entreprise, même si voilà, il faut quand même l'ouvrir, devient accessible. Or, pour vraiment faire du RAG de manière correcte, moi je l'ai fait dernièrement et je suis encore en train sur un service client qui accueillait des nouvelles activités sans pouvoir faire croître l'équipe. Sur la réponse client, du bon vieux chatbot de réponse client, on a hérité d'une base de données de quelques 200 000 emails sur lequel on a tout de suite une problématique. C'est un super format Exchange avec du XML et c'est super pratique. Hein, c'est normalisé comme mon grenier. Merci. Exchange, bref. Donc il fallait supprimer les informations personnelles. Des fois, elles sont évidemment dans le champ émetteur-récepteur, mais aussi dans le contenu des emails. Ils ont des pièces jointes, il faut les extraire, il faut arriver à les réouvrir, à aller elle-même les scanner. Il y a vraiment tout un travail, notamment de formatage des fichiers. Et ça, je le dis, je me permets, même si vous êtes tous potentiellement spécialistes, j'ai encore... hier, quelqu'un qui m'a mis un fichier de 255 pages de PDF. Il y avait 50 pages utiles au sujet. Donc quand on parle après de fenêtres de contexte et ainsi de suite, on explose tout. Il y a 200 pages qui servent à rien et qui vont être de toute façon chunkées et passées en vecteur. Donc en fait, c'est toujours comme, pour terminer, c'est comme sur le digital. Il y a de plus en plus de mémoire, ou comme dans les coffres de voiture, ils ne sont jamais assez grands. Puis ils sont grands, de toute façon, ils sont toujours remplis au moment de partir. Voilà. Là, c'est pareil, il y a des fichiers, j'en mets. Donc l'hygiène sur le fichier, c'est vraiment le b.a.-ba du RAG, et ça, je pense qu'il faut vraiment être assez dur là-dessus.
Bon, en effet, hein, du coup, je pense que tu en as suffisamment parlé, hein, les réalités de l'implémentation. Du coup, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Donc, en effet, le cœur en fait, le fer de lance, en tout cas sur la partie RAG, c'est la qualité de la donnée. Donc, que ce soit en quantité ou ce genre de choses. Là, j'ai un petit peu présenté le fait qu'il y a différents niveaux, en tout cas, d'appétence à la donnée. Il y a des entreprises, en effet, où ils exploitent pas en fait leurs données. En tout cas, ils ont une mine d'or en fait entre les mains et ils font juste l'exploration à ce niveau-là. Aux entreprises en fait où la donnée en fait est clé et est moteur en fait sur les différentes actions commerciales, business et même en interne pour pouvoir driver la société. Voilà, une petite image assez révélatrice également. Ce qu'on dit souvent, c'est garbage in, garbage out, mais là, c'est visuel. Quand la donnée est pas très bien qualifiée et voire même est pourrie au début, qu'on lui rajoute n'importe quoi dessus, bah, en fait, c'est toujours de la merde. Et du coup, bah, ça s'applique également sur la partie agentique. Donc, c'est pour ça que la donnée étant un entrée en fait dans votre système, c'est important de la traiter correctement. En effet, donc, je vais dérouler l'ensemble des points. Ce qu'il faut quand même retenir, en effet, c'est que pour ces modèles de langage, en tout cas, ils ont été entraînés sur une quantité phénoménale en fait, de données. Donc, ça permet aussi de se dire, en effet, ben, ils ont qualifié, plus ou moins, en tout cas la donnée, mais pour pouvoir avoir en tout cas des outputs qui sont corrects. Et il y a différentes techniques, en tout cas, de qualification aussi de la donnée, et dans lesquelles, en tout cas, on peut y mettre, en tout cas, son nez, pour se dire, en effet, eh bien, on a une donnée de qualité avec différents critères. Et en effet, bon, du coup, Luc a vendu un peu la mèche en avance. Se dire, en effet, pour accéder aux données, il y a des standards qui commencent à sortir. Et pour interagir avec des LLM, en tout cas, MCP en est un, afin de se plugger, je ne sais pas, sur Slack, sur Teams, sur votre SharePoint, votre Drive, sur n'importe quoi, afin de communiquer, en tout cas, avec le système LLM. Au niveau sécurité, en effet, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Est-ce que vous avez déjà demandé à ChatGPT de vous faire la recette du cocktail Molotov? Oui? Non? Non? Il n'y a personne? Vous pouvez essayer aujourd'hui, il ne vous répondra pas. Voilà. Sauf si, en effet... Si on lui demande de lui dire... Bah, comment c'était fait avant le cocktail Molotov? Raconte-moi une histoire. Dis-moi comment ma grand-mère faisait du coup le cocktail Molotov pour mai 68. Non? Bah voilà. On peut en fait triquer en fait les modèles de langage à nous donner des informations qu'ils ne veulent pas donner déjà de prime abord. Et en tout cas, par exemple, l'exemple présent ici, c'est répété de façon infinie, poème, et qui a en tout cas leaké des informations personnelles. Ouais, il y a d'autres manières, malheureusement, de leaker les informations personnelles, et ça, c'est un petit peu plus dangereux avec ce qu'on disait sur MCP. Là, voilà, on a un super texte, on lui demande de le résumer, donc bon, bah, il va parcourir le texte, et en l'occurrence, en fait, en typo blanche sur fond blanc, il y avait un prompt système, malicieux, en tout cas, qui lui demande d'exécuter une action. C'est bête quand même, un LLM à 700 millions de dollars l'entraînement, hein, parce que du texte blanc sur fond blanc, il l'exécute. Bon, c'est toujours la joie des hackers, parce que je pense que c'est bien de montrer des failles aussi béantes et aussi simples, mais ça veut dire que derrière, toute l'IT et tout le cloud et toute l'IAM, etc., doivent être vraiment gérés pour filtrer ce qui est dispo dans les bases, ce qui peut sortir. Et les contextes d'exécution, ce genre de choses, voilà. Etc. En effet, pour mettre du code malveillant, potentiellement du code Python, du code C#, ce genre de choses, en effet, qui pourraient être exécuté sur la machine, un RM/étoile. Ah, c'est bien. Tant que c'est dans le prompt, ça va. Tant que c'est dans le prompt, c'est encore à peu près gérable. Et donc, avant que ce soit dans le prompt, en fait, nous, on s'intéresse à un sujet, c'est malheureusement, c'est la dernière étude, vous avez peut-être vu passer cet été, qui vient de MIT, Stanford, ils ont regardé y compris tous les projets américains. J'ai voulu positiver en disant qu'il y en a 5% qui réussissent. Donc 95% échouent. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on sait pourquoi. Et les caractères systématiques, c'est que ça a été pensé
comme ça, sans aucune implication réelle, sérieuse et accompagnée des utilisateurs et de l'humain. Ça veut dire que y a un manque d'alignement parce que ça y est, c'est à nouveau un truc que d'autres ont décidé. On va faire de l'IA dans mon service, dans mon métier, à ma place. Bon, comme si j'avais pas mon mot à dire, ou en tout cas une capacité à penser un service. Il y a surtout la réalité du besoin qui n'est pas prise en compte. On sort de la phase, mais ça va être encore long, où on teste des outils. C'est facile, toutes les semaines, il y en a une nouvelle version, une nouvelle proposition. Et toutes les semaines, on a des commerciaux de tas d'entreprises qui viennent nous dire « j'ai un super service pour faire ça, j'ai un super ça ». Tout a l'air super, donc on passe du temps à le tester sans jamais s'intéresser réellement aux problèmes qu'on pourrait résoudre. Avec, mais tu l'as déjà dit, une implémentation qui n'est pas forcément adaptée aux vraies contraintes, comme on vient de le voir, de l'entreprise, de la data, de la sécurité, de la gouvernance et de l'organisation. Et puis un dernier point que moi je vois très souvent, c'est pas grave, c'est le stress que je peux comprendre, je ne sais pas, des IT ou des pilotes qui veulent absolument fermer les choses. Alors qu'on a un vrai sujet de shadow AI, comme on a eu du shadow IT, n'importe qui demande des tas de trucs, y compris en version gratuite. Aujourd'hui, en ChatGPT, vous avez le 5 en gratuit. Mais vous êtes dans l'entreprise, vous êtes sur un bon vieux 4. Et puis alors, dès que vous demandez quelque chose sur la recette de je sais pas quoi ou le devoir des enfants, non, il ne répond pas. Ouais, dans ce cas-là, je vais aller faire autre chose ailleurs. Et puis ailleurs, c'est vachement mieux. Et donc, j'exfiltre, je sors des choses. Ça a été le cas, en tout cas, pour DeepSeek, étant donné que c'était développé, en tout cas, par les concurrents des US, se dire, en effet, est-ce qu'on veut aussi donner, en fait, nos données à l'État chinois, ce genre de choses, et se dire, en effet, est-ce que le modèle aussi est aussi clean, en tout cas, qu'il le paraît. Et ça a été en tout cas des sujets en tout cas en entreprise, se dire en effet, eh bien, est-ce que je peux tester ce modèle sur ma machine, donner des informations, ce genre de choses. Et en effet, on est totalement dans ces contextes-là. Ouais. C'est bon. Un point aussi, parce que ça c'est tellement évident, je pense qu'il y a une vraie problématique de silo qui se recrée dans les entreprises. Il y a ceux qui comprennent, ceux qui savent, ceux qui mettent en place, et puis après on se dit c'est facile, c'est un chat, ils connaissent ChatGPT, ils vont se débrouiller. Sauf que ça aussi, ça a été mesuré, vous pouvez aller sur toutes les arénas, etc. La qualité de réponse, c'est 50% le modèle, 50% le prompt. Donc si vous donnez un super modèle qui a été paramétré avec du RAG, qui a avec des sécurités, etc., à des gens qui, pour s'en servir, ont fait leurs meilleurs efforts en disant qu'est-ce que tu penses d'eux, ou fais-moi ci, fais-moi ça. En fait, on a une perte évidemment d'efficacité et une hérésie commerciale. Donc ça veut dire c'est de la formation. Ce que je disais avant, c'est un playground où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, tout casser, tout tester et ainsi de suite, pour se rendre compte que suivant si on travaille avec des frameworks de prompt, tiens, ça va vachement mieux, la qualité des réponses est là. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas forcément encouragé. Comme le partage notamment de la connaissance, il y en a qui sont plus avancés. Donc nous, ce qu'on fait généralement, on essaie d'identifier des champions qui vont aller dans l'entreprise aussi dire tiens, si tu demandes comme ça, si tu lui mets un fichier, ton fichier est trop gros. Et ça permet vraiment de se rendre compte de la puissance très facilement et de faire de l'acceptation, parce qu'il ne faut pas minimiser le rejet silencieux potentiellement de ces IA. C'est mitigé comme IA. Et alors ça, c'est un point où on s'est mis d'accord parce que c'était évident. Moi, je l'ai vécu il y a 2 ans dans une entreprise. Il y a des opérateurs qui passaient beaucoup, 45 minutes par heure, à regarder des vidéos à l'écran en temps réel pour aller identifier des choses. Bon, c'était alors j'ai changé un peu des choses, mais des débris qui apparaissaient. Et donc là, l'IA était là. Les premiers modèles d'analyse images et vidéos étaient là. Et donc, on va utiliser l'IA. Donc tout s'en est suivi de qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis voilà, et puis la taille des vidéos, et puis il faut augmenter la bande passante, et puis il faut l'envoyer, voilà, ça va coûter. Et puis in fine, en parallèle, on a fait quoi? J'ai booké un système avec un bon vieux OpenCV, avec un modèle local entraîné sur un dataset qu'on avait récupéré des vidéos d'avant. Et en fait, aujourd'hui, c'est en production, et ça fait le travail en local, avec des sujets de sécurité, de bande passante, d'économie, sur un simple PC avec une carte graphique, sans rien envoyer dans le cloud. Mais le premier réflexe, c'était de dire « Waouh, GenAI !» Non, des modèles de reconnaissance visuelle, ils sont au point. Enfin, ça se fait le dimanche, quoi.
Et voilà, il faut aussi lutter contre ça, contre la frénésie de mettre de la Gen AI partout. Il y a des tas d'endroits où ça n'a aucun sens. En effet, donc c'est la rationalisation du besoin, en tout cas, de le qualifier correctement en amont et se dire, en effet, est-ce que j'ai besoin de ce bazooka pour tuer la mouche? Non, pas nécessairement. En effet, donc on a parlé de RAG tout à l'heure, on a parlé des agents, on a parlé de pas mal de choses, il y a différents types d'architectures qui existent et qui permettent en tout cas de raisonner mieux ou d'agir mieux. Je ne vais pas aller dans le détail en tout cas de ces parties-là, mais en tout cas, il faut savoir que quand on parle de RAG, c'est assez générique et à ce niveau-là, on va pouvoir avoir des architectures types, donc agentiques en tout cas pour avoir des actions sur les différentes requêtes en tout cas de l'utilisateur, et une partie un peu self-RAG à ce niveau-là qui est un peu plus intelligent à se dire en effet j'ai de la donnée en fait qui est dans ma base de données, ça traite en effet du sujet, mais potentiellement j'ai une contraposée en fait de ce que je suis en train de chercher qui est présent en fait dans le texte, et en fait potentiellement je vais juste le virer et prendre en tout cas ce qui correspond à ce qu'on voulait en réponse. Ce genre de choses, en tout cas, ça marche bien. En tout cas, pour tout ce qui est automatisation de process, en tout cas sur la partie agentique. La génération de code, initialement, sans les agents, on pouvait en faire, mais du coup, c'est un peu mieux fait maintenant. Et en tout cas, génération de documents, email, en tout cas, c'est là où aussi la partie agentique se démarque. Et en fait, on a parlé de base de données, ce genre de choses, et on n'a pas parlé de quelque chose de fondamental aussi dans le RAG, c'est comment on met, en tout cas en entreprise, dans un système de GenAI de type RAG, de l'information, mais que l'on ne veut pas exporter, en tout cas, au public. Il y a un nouveau type de base de données qui s'appelle des vector databases, et qui permettent en tout cas de représenter dans un espace multidimensionnel. Alors je ne vais pas aller dans le détail de mathématiquement comment ça se passe, mais grosso modo, comment vous pouvez représenter, c'est se dire en effet, pour une phrase ou un morceau de texte, on va pouvoir le stocker dans une partie du langage. Et en fait, quand on va chercher une question, on va justement récupérer de l'information qui est connexe en fait dans le champ lexical qui est proche en tout cas de ce qu'on va poser en question. Donc c'est tout le concept en tout cas de vector database. Il y a de la partie optimisation en tout cas de stockage en tout cas de ces informations et qui permettent en tout cas de communiquer plus facilement en tout cas. J'ai dit beaucoup en tout cas, de communiquer plus facilement avec les LLM, et les LLM s'intègrent correctement avec ces types de bases de données, étant donné qu'on utilise des modèles d'embedding, juste pour la partie précision à ce niveau-là, qui sont similaires entre la partie langage et la partie conversion dans la base de données. Est-ce qu'il y a des questions peut-être j'ai un peu vulgarisé le truc, du coup, ne me jetez pas la pierre. Les bases de données vectorisées doivent être faites pour le langage sur lequel elles vont travailler Non, pas du tout. On pourrait très bien avoir des images, on peut avoir des vidéos, on peut avoir du texte, on peut tout vectoriser, du moment qu'on a un modèle d'embedding qui permet de convertir l'objet, en tout cas, dans la partie vectorielle. Moving on. Moi, de mon côté, j'étais en tout cas 2 ans et demi dans le secteur de l'industrie pour construire justement du RAG, principalement, à la fois sur Azure et sur AWS. Et il a fallu trouver des solutions. Donc, en effet, les principales problématiques qu'on avait, qui ont été un peu citées par Luc au précédent, sont se dire on a de la connaissance, on a des documents qui sont un peu éparpillés, comment on rassemble tout ça et comment on veut en fait poser des questions à notre connaissance en fait métier que l'on a en tout cas documenté à un moment donné
Se dire, en effet, est-ce que ce produit a évolué, comment il a évolué, est-ce que il y a en fait des questions de se dire, de là maintenant sur ces produits, on va peut-être poser des questions sur des fiches techniques, ce genre de choses. Et c'était ce genre de problématique où on va essayer de condenser la connaissance, en tout cas, dans une vector database telle que je vous l'ai présenté tout à l'heure, afin de communiquer plus efficacement avec une base de données. Et on peut aller un petit peu plus loin. Il y avait en tout cas sur la partie maturité de la courbe, les graphes de connaissances en tout cas qui sont présents, et comment on ajoute en fait ce composant dans la partie RAG. Eh bien, ça permet de lier en fait les différents concepts. Je sais pas, un produit, un nom d'un produit avec ses qualificatifs. Un processus, ce genre de choses. Et en fait, ça va être modélisé en amont d'un point de vue data qui est graphe orienté. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des nœuds qui représentent en tout cas les différents concepts et des liens entre les nœuds qui permettent de dire, en effet, entre ce concept A de, je sais pas, de produit A, et le produit B, et est-ce qu'il y a un lien fort entre les deux? Eh bien, en tout cas, c'est là où apparaissent en tout cas les graphes, et on a différents nœuds et arêtes qui sont présents. Je vais un petit peu dans le détail, mais recentrons-nous. Comment on utilise ça? Eh bien, on utilise ça potentiellement en amont des différentes opérations que l'on peut avoir avec le LLM, et en tout cas, ça permet d'avoir des résultats meilleurs, en tout cas de notre expérience, que des RAG un peu plus naïfs, tels qu'on les avait tout à l'heure, avec juste une simple base de données. Je vous rassure, je ne vais pas parcourir ce schéma. Non, on se le disait tout à l'heure, il y a des grands modèles. Ils sont à peu près tous performants, bon, sauf à la marge, parfois sur certains sujets. Il y a des plus petits modèles qui peuvent en plus être potentiellement offline, qu'on peut auto-héberger. Donc il y a un vrai sujet qui est le choix des modèles. C'est pour ça qu'on a appelé ça modèle supermarket. On rentre dans le supermarché et voilà, il y a plein de rayons, il y a plein de modèles. Ça, c'est pour illustrer, on le met à jour à chaque fois. Le parcours de choix d'un modèle, il est bien plus long que de se dire je vais plutôt aller chez Anthropic que chez je vais prendre du Llama. Non, il y a des questions qui sont sur l'usage, il y a des questions qui vont être sur la privacy, des questions qui vont être sur le poids et sur la capacité d'interagir avec les autres, des questions qui vont être sur le type de données qui sont manipulées, etc., etc. Donc en fait, ça c'est un élément qui est assez rarement vu. On va faire de l'IA, on sait qu'il y a des modèles, donc on est rassuré, on y arrivera. Le vrai sujet du choix du modèle, c'est aussi un choix financier, on y reviendra juste après, parce que tout le monde ne propose pas forcément tous les modèles. Et une fois que vous avez signé avec votre contrat Azure pour un accès à une API, pour l'avoir vécu, vous vous débrouillez avec, même si vous avez des ralentissements, même si vous avez des sujets de SLA et ainsi de suite, et vous vous dites, finalement, on n'avait pas besoin de ça et on aurait pu faire autrement. C'est quelques centaines de milliers d'euros. Donc voilà, le choix, c'est généralement quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps et qui, encore une fois, va associer plusieurs personnes dans l'entreprise. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est pour sensibiliser aussi ce soir. Quand vous allez avoir une direction des achats, pour lui dire qu'en fait, le prix au token sur OpenRouter pour des données qui ne sont pas sensibles, il est 10 fois moins cher que chez OpenAI pour qui elle vient d'avoir une proposition. Elle est un peu perdue, et surtout quand vous dites on parle quand même de 500 000. Elle commence à écouter. Et ça peut être, ça peut commencer à être un peu des stops dans les projets en disant attendez, on va réfléchir. Parce que quand on passe à l'échelle et qu'on ouvre sur l'extérieur, les prix s'envolent. Voilà. Donc le choix du modèle est un métier, d'ailleurs on va y venir juste après pour certains. Bon, ça on pourra en reparler, aujourd'hui, ça c'est plutôt un blueprint de ce que je vois généralement et typiquement de l'organisation de l'operating model que je tends à recommander. C'est qu'il y a en effet une direction. C'est pas parce que c'est plutôt moi qui suis. Alors je suis pas associé là parce que je veux plutôt aider à recruter et puis à trouver la personne qui s'occupe de tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple de trouver quelqu'un à 50 ou 100% disponible pour faire tout ça. Mais il y a une direction de l'IA qui pour moi est avant tout une direction de la transformation, qui n'est pas opérationnellement en charge de l'IA. L'IA, elle est
le vrai sujet, il est d'aller déployer l'IA dans l'ensemble de l'entreprise et des métiers. Moi, ce que je fais, je trouve et je forme des AI Success Managers, comme les Customer Success Managers, qui vont être des vrais points de relais pour aller piloter justement le playground, la formation, la détection des besoins, la qualification des besoins, pour éviter de faire des comités où on a la liste de « tiens, on pourrait faire tout ça ». Ouais, ça, on n'a pas attendu pour le savoir. Là, en revanche, il y a une vraie capacité d'analyse de la pertinence du besoin business en termes de coût de la solution, de bénéfices, de ROI tangible de la solution. Et pour ne pas oublier, même si évidemment il y a toute une partie donc, IT sur la plateforme et data, il y a une vraie logique de go-to-market qui est très importante, à savoir, moi ma recommandation elle est vraiment de toujours commencer par l'interne, par les collaborateurs, pour deux raisons, parce que c'est comme ça, c'est la loi, ceux qui ne sont pas d'accord viendront m'en parler, mais on commence par l'interne avant d'aller à l'externe, comme on commence par ses clients fidèles avant d'aller en chercher d'autres. Mais ensuite, on a évidemment les clients, mais aussi tous les cercles de partenaires qui peuvent être utilisateurs de l'IA sans que les clients ne soient impactés. Et tout ça pour ne pas oublier, parce que c'est vraiment une compile de ce que j'ai pu voir, que ce n'est pas seulement un chatbot qu'on a pu voir, mais ce sont des outils internes. Ce sont évidemment du déploiement sur les sites, dans les usines, dans les hôpitaux, sur le terrain et ainsi de suite. Des services business qui peuvent être travaillés avec les partenaires, des composants qu'on développe et qu'on va presque mettre sur le marché. Donc voilà, sortir un petit peu de l'idée de j'ai un LLM, j'ai des documents et puis j'ai un chat. Encore une fois, en 2026, on va se dire c'est quoi mon métier et comment je peux vraiment le réinventer et le soutenir. C'est pas forcément avec un chat. Il y en aura sûrement un, mais d'ailleurs, il sera peut-être même pas géré par cette transformation. Il sera sur étagère. Et en effet, donc tout ce qui est passage, en tout cas à l'extérieur et potentiellement passage à l'échelle, on revient sur les données. Notre garbage in, garbage out, en tout cas, il est toujours là. Mais en tout cas, il y a des solutions qui existent. En tout cas, on peut utiliser du Spark, pour ceux qui connaissent en tout cas l'écosystème Data-Ing. Pardon. Pour scaler les différents traitements. Pour l'avoir fait, ça fonctionne plutôt bien. Il faut bien connaître Spark aussi pour avoir des bonnes optimisations. Mais il y a des grosses plateformes en tout cas qui s'y mettent également, qui nous disent que ça fonctionne et que c'est aussi ça qu'il faut faire dans un sens. C'est Databricks et Snowflake qui sont des gros... comment on appelle ça, des grosses plateformes en tout cas de traitement à l'échelle. Et on revient sur notre qualité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, la qualité des données, il y a 8 piliers. On pourra en discuter ensemble peut-être autour d'une bière juste après. Mais en tout cas, c'est qualifier, se dire, il y a des doublons, j'ai des données à jour, est-ce que mes données sont bel et bien intégrables, c'est-à-dire que j'ai les liens qui sont possibles avec d'autres datasets dans mes données, dans une architecture en tout cas d'information dans le système d'information, pardon. Donc c'est pour ça. Mais dis-moi, Mickaël, avant que tu quittes, pour essayer de dynamiser un petit peu la soirée, parce que là, je sens que... il y a un truc, moi, qui m'inquiète, c'est qu'en fait, là, on parle de la partie donnée qui va être utilisée dans l'IA, etc. Sauf que de l'IA, il y en a dans Databricks. Oui. Laquelle on prend? On revient sur ton modèle, en tout cas, d'avant, non? C'est pas ça? Non, mais c'est une vraie question qui est... ce qu'on pensait... très organisé, c'est en train de partir de partout parce que tout le monde va faire de la data, tout le monde va faire de l'IA, tout le monde va proposer de la sécurité. Donc il y a des choix d'architecture quand on veut passer à l'échelle qui ne sont pas simples. Donc ça tourne un petit peu facile dans une équipe avec 2-3 serveurs, 2-3 Docker qui tournent. Quand on passe à l'échelle au niveau industriel, où est-ce qu'on met les choses et qu'est-ce qu'on utilise, c'est une vraie question. Et on remet en perspective de se dire est-ce que l'IA est pertinente? Par exemple, si on veut faire une traduction, est-ce qu'on va forcément demander à l'IA de faire une traduction? Est-ce que ça vaut le coup sur un catalogue produit, en tout cas de 1500 produits? On ne sait pas. Mais ça repose en tout cas les questions de tout à l'heure.
Mais pour développer tout ça, en tout cas, on a des frameworks. Et comment on s'en sort là-dedans? Alors moi, je vais dire un truc. Je lance un peu le débat de la bière. Moi, je pense qu'il est bien trop tôt pour choisir un framework. Pas de réaction? Non, mais j'essaye de... Enfin, après, on peut faire des blagues. Hein. Ça part quand même mieux que le choix des frameworks. Non, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a tous les jours. Tu as perdu la bonnette qui a été... perdu la bonnette. Derrière toi. Excusez-moi. Vous m'entendez quand même? Allô? Sur Twitch? Il y a du monde sur Twitch parce que si ça se trouve, ils posent des questions depuis tout à l'heure. Non, mais voilà, des frameworks, il y en a. Pour moi, qui dit framework dit quand même des patterns de conception et ainsi de suite, des choses arrêtées, des standards. La question était très justement posée sur est-ce que c'est standard, les embeddings? En fait, tu as répondu oui, mais c'est pas non plus d'un clic de... voilà. Donc, la réponse est au milieu. La standardisation et le scale, on est encore à quelques mois un peu trop tôt. De mon point de vue, hein, chacun peut... Mais en effet, juste pour donner mes 2 centimes par rapport à ça, en effet, une autre côté, dans la partie industrie, donc mon retour d'expérience, on était parti sur LangChain, intégration avec pas mal d'outils, et en fait, quand on essaye d'avoir une couche en fait homogène de code, c'est là où on s'aperçoit que la partie communautaire de LangChain, eh bien, c'est pas bien dans un sens, parce que tout le monde n'a pas les mêmes standards. Donc, en effet, pour avoir des contrats d'interface entre 2 vecteurs database qui sont différentes, je prends au hasard pgvector et Azure AI Search, eh bien, on n'a pas exactement les mêmes façons de faire les choses. Donc, c'était des soucis d'intégration que nous, on avait, et où on a dû faire une couche supplémentaire d'abstraction au-dessus de LangChain pour se dire, eh bien, du coup, on est uniforme. Qui tue en fait totalement, en tout cas, la partie framework, de se dire, on va simplifier en fait la tâche à utiliser ce genre d'outils. Mais du coup, ça a ses limites. Donc, à se dire potentiellement, est-ce que c'est trop tôt? J'allais dire, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est le choix d'outils qui est pris? Parce que typiquement, Python, c'est de l'orienté objet, mais est-ce qu'il y a un typage fort, et des pratiques d'interface, etc. Parce que je veux dire, là, je vois pas apparaître, par exemple, un LangChain forgé, qui est le concurrent chez Java, qui sera peut-être plus approprié, puisqu'en s'appuyant sur un framework Java avec des pratiques plus carrées dans l'approche. Alors, en effet, donc, la partie peut-être typage, en tout cas, qui est important. Du moment qu'on est aussi dans un projet Python aussi qui est plus ou moins mature, en fait, ça va être aussi des best practices de code en fait, que nous, on va avoir. Mais là, on était plus dans le fait de subir en fait, la librairie plutôt que de l'utiliser à bon escient. Je trouve la question, elle est vraiment intéressante dans le sens où, évidemment, on parle de data et d'IA, donc Python. Mais Python n'a jamais été conçu, ni même utilisé, pour faire de la mise en prod, avec, tourner sur des serveurs. Et donc, j'ai envie de dire, ces langages, malheureusement, sont en effet très mono. Enfin, ces frameworks sont très mono-langage et imposent, comme tu le dis, de prendre un langage de développement ou de prototypage, qui est génial, pour aller le porter vraiment en prod. Et ça, voilà, il y a assez peu de diversité dans les langages, finalement, utilisés. Qui sont très orientés Python, en effet, hein, de prime abord. On vous a parlé de standards tout à l'heure, on a parlé de MCP. Il y a d'autres, donc MCP, ça vient de Anthropic. On en a touché 2 mots tout à l'heure, mais ça vient en tout cas de Anthropic qui ont posé en tout cas les bases de ce standard. Il y a Google qui a parlé de A2A, afin que les agents puissent se découvrir entre eux. Il y a aussi d'autres protocoles, donc ANP en tout cas, qui est une partie totalement décentralisée, comme le Web3 en tout cas des agents. C'est pour ça. Et puis ACP qui permettent en tout cas aux agents de communiquer entre eux. Donc il y a des choses qui commencent à se cristalliser quand même, se dire en effet il y a des standards, il y a des choses qui essayent d'être solides en tout cas pour développer et apporter de l'innovation derrière. Ce qui est nécessaire, mais du coup on est encore dans la partie hype, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je le rajoute parce que pour faire plaisir à tout le monde, en effet, une bonne vieille API avec un Swagger géré avec une API, ça marche bien quand même.
Quand l'idée du score bas de l'IA, des MCP, enfin des agents, en fait, on retombe sur la même chose. On retombe toujours sur les problématiques de standardisation, de protocole, etc., et de normalisation intersystème. Oui, juste sans faire de débat, vraiment, c'est la fin, je vous rassure. On en parlera après, mais tu l'as souligné, c'est Anthropic qui l'a lancé. OpenAI, dernièrement, a finalement été obligé de prendre le pas. Google, finalement, sont aussi sur MCP, lance le leur. Donc, oui, on revit tous les cycles de la techno où chacun y va de son truc. Qui décide à la fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui, finalement, a décidé de certains standards. Donc, il faut se laisser, d'un point de vue de nous, il faut se laisser le choix. Voilà, mais en effet, ANP, j'ai jamais croisé. Moi non plus, hein, c'est pour ça. Je l'évoque, mais ça ne veut pas dire qu'on a de l'expérience première, en tout cas, dans ces standards. Vous voulez peut-être, en tout cas, développer comment... Alors, c'est pas la partie commerciale, c'est vraiment... ça, c'est mon combat. C'est de réussir à pas se tromper en peu de temps. Donc moi, mon quotidien, au-delà de mettre tout ça en truc, c'est de travailler sur, en général, 2 fois 6 heures avec les métiers, avec un manager. Donc c'est vraiment, comme je le dis, c'est 4 collaborateurs, 4-6 collaborateurs, dont un seul manager, que ça ne vienne pas du haut. Sur réellement la découverte de c'est qui la cible, et la cible c'est aussi bien interne que externe, que partenaire comme on l'a vu, d'arriver à être très précis sur le problème à résoudre et celui qui vaut le coup d'être résolu. C'est-à-dire qu'une fois une chose bien chiante qui arrive une fois, c'est pas un problème. Donc ça, quand on commence à creuser des gens qui viennent dans une même entreprise, hein, dans une grosse PME ou ETI, qui viennent de la compta, de l'usine et ainsi de suite, pour aller trouver le dénominateur commun en termes de cible et de problèmes à résoudre, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils ont tous le même et ils le connaissent tous. Si vous faites l'exercice là, vous verrez, en fait, vous avez tout de suite votre avis. Là, l'idée de ces méthodes, c'est de mettre tout le monde d'accord parce que ce n'est pas un manager qui décide, c'est l'équipe elle-même qui détermine ce qu'il faut faire. Après, on va trouver seulement les pistes d'IA et on va surtout chercher à savoir comment est-ce qu'on le fait pour résister à la concurrence du shadow AI, des éditeurs et ainsi de suite, puisque tout le monde aujourd'hui propose une solution à un problème. Donc si on doit développer quelque chose, comment est-ce qu'on le fait face à cette concurrence? Et potentiellement, s'arrêter là et se dire, en fait, notre problème, c'est celui-là, et il est déjà super couvert par machin.com. Fin de l'histoire, on a cramé, entre guillemets, 2 fois 6 heures, et on n'a pas fait fausse route. Donc ça c'est le credo, c'est d'aller très vite. Si ça va plus loin, après, il y a une vraie logique qui est un design sprint, pour ceux qui connaissent, qui a été adapté à l'IA, et qui va passer par les mêmes étapes de définition des fonctions, de parcours, de cahier des charges pour valider. Il y a un POC qui est vraiment sur la partie faisabilité technique, et surtout un démonstrateur, parce que jamais, tout le monde ne va pas au bout du design sprint, qui est d'aller voir un utilisateur avec un démonstrateur, réel ou fictif, et lui dire, par rapport à ton problème, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Quand 80% disent non, j'ai rien compris, puis ça m'intéresse pas ton truc. Bon, admettons, on a perdu 3 jours, mais on n'a pas été engagé. Un super projet à 300 000 avec je sais pas quoi, et ainsi de suite. Et ça, c'est après. Et en fait, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est avec tout ce qu'on a listé, c'est que dans le go-to-market, il y a énormément de choses à faire. Et donc, c'est un équilibre entre des projets qu'on voudrait tous super faciles et voilà. Et puis en fait, une réalité qui, si on veut bien les faire, même s'ils sont petits, ça prend pas mal de ressources. En tout cas, c'est ce qu'on voulait sensibiliser. Parce qu'on a trop, on voulait se dire, on en voit tous sur LinkedIn aujourd'hui où c'est facile, il faut le faire et ainsi de suite. Et même, on avait terminé, moi, je suis très fier qu'on ait marqué ça. Il y a des fonctions clés super rares. Je sais pas, il y a des FinOps dans la salle. Vous en connaissez des FinOps? Bien sûr. Ah ben, c'est bien, alors c'est important. Parce que quand on regarde ce que fait un FinOps en IA, vous dire, chez Focus, c'est très cher. Hein. Ouais, c'est très cher. Et pourquoi? Parce que c'est un nouveau métier qui est toujours évidemment sur l'optimisation. Mais avec tout ce qu'on a vu, c'est des coûts à chaque endroit, choisir les modèles, avoir une vision à l'avance quand même des tokens. J'ai un SharePoint qui fait 12 gigas, sauf que si on nettoie bien, il n'y a plus qu'un giga. Non, finalement, on va tout prendre, ils n'ont pas le temps de trier.
De l'infra approvisionné, ce genre de choses. Voilà, de la conso, de la licence, des RH et ainsi de suite. Donc voilà, pour nous, c'était important de souligner que c'est pas, il n'y a pas qu'un lead, il n'y a pas qu'un dev. C'est vraiment une nouvelle organisation technique, héritée du digital et le même hérité de l'IT, mais voilà. Et garder potentiellement des best practices, en tout cas, d'Ops. En tout cas, on connaît bien le métier de DevOps qui est très lié à l'infrastructure, mais en tout cas, il y a la partie MLOps qui est principalement liée au déploiement de modèles de machine learning, donc que ce soit de la GenAI ou autre, et en gardant en tout cas toute la partie visibilité, monitoring, afin de pouvoir remonter les différents indicateurs, qu'ils soient financiers ou de bon fonctionnement pérenne. Si je peux me permettre, c'est le dernier point vraiment sur lequel je pense qu'il faut qu'on insiste, c'est que ça, c'est jamais fait. On ne va pas se mentir. Il n'y a que la cyber qui aujourd'hui fait du monitoring en temps réel, etc. Et là, il y a un enjeu, c'est que la qualité de ce qui est produit, c'est l'utilisateur final qui doit en témoigner. Ce n'est pas un ingénieur, un développeur. Donc le pouce en haut et en bas, il est clé dans le fonctionnement même de l'IA. Il est rarement là. Moi, chaque fois, je me dis, mais il est où? Il est où le feedback utilisateur? Quasiment jamais. Et au-delà de ça, il y a toute cette mesure, en effet, sur la performance, sur la consommation, sur la sécurité, qui doit être faite, et surtout faite au sens surveiller, opérer. C'est pour ça. On voit souvent ces genres de critères en tant que non fonctionnels, mais en fait, ils sont très opérationnels et permettent d'agir au mieux quand on met en production, et voire même sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est bien beau de se dire, en effet, ça ne répond pas à mon produit à ce moment T. On veut aller sur le market en premier, mais il faut pas oublier, qu'il y a des régulations, il y a des lois, en effet, qui permettent de se dire, en effet, je prends dans la cyber NIS 2, ce genre de choses, qui sont présents. Et en tout cas, c'est là où on aussi se dire, eh bien, c'est peut-être non fonctionnel, mais c'est nécessaire aussi pour pouvoir voir l'avenir. Non. On revient sur nos pouces au-dessus, en dessous. Mais du coup, mais c'est pour ça, ils sont tous en train de dormir là. On les a tous mis. Je sais pas comment ils ont fait. C'est papa, maman, et puis ils sont dans le matelas familial. Bref. Et bien du coup, on était parti sur la partie observabilité avec les différentes métriques, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Sinon, parce qu'il est déjà 9h moins quart. 22h, il nous reste 2 heures encore. C'est ça. On pourrait y aller encore. Mais en tout cas, il y a des outils qui permettent d'évaluer les systèmes GenAI. C'est là aussi où il faut activer votre tooling. Moi, j'en suis convaincu. Il y a une partie, en tout cas, qui est à la fois rigide, avec des règles métiers, et d'autres qui sont un peu plus flexibles, avec des typologies telles que du LLM as a judge, etc. Mais en tout cas, évaluer votre système, c'est là où vous aurez, on revient sur la partie visibilité, la visibilité de la performance de votre système. Donc il faut aussi, il y a différents outils qui existent, mais du coup, il faut aussi l'anticiper. On en parle? Pardon? Non, évidemment, la sécurité, vous pouvez lire le slide, et je pense que tout le monde est au courant, on a fait la démo tout à l'heure. Moi, le seul truc sur lequel je voulais conclure, et ça rejoint ce que tu viens de dire, en fait, pour faire tout ça, il faut bien se connaître. Il faut bien connaître ses utilisateurs, il faut bien connaître ses données, il faut bien connaître ses métiers. Et c'est pour ça qu'on commence généralement par cette phase un peu d'introspection et de mise en commun de ce qui va pas, ce qu'on doit faire. Parce que très souvent... voilà, ça va très vite. On se dit, oui, bon, non, on laisse tomber, on met tel document, on fait pas ça, on met telle règle, mais c'est quoi les règles de protection? C'est pas nous qui nous en occupons. En fait, si, quand un utilisateur, il upload un fichier CSV avec des noms, prénoms, email, date de naissance, il est responsable. En termes de gouvernance, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est celui qui a fait le script? Est-ce que c'est le prestataire? Ça, c'est des problèmes d'opération, mais vraiment, il faut se mettre autour de la table et prendre le temps
de vraiment creuser ce qu'on veut faire en IA, ce que c'est, et savoir vraiment ce que c'est, de quoi il retourne. Et pour aller encore un tout petit peu plus loin, on peut aller même directement sur les agents. AWS ont eu aussi quelques écueils à ce niveau-là, à se dire ils ont drop en fait une base de prod. Donc voilà, ce genre d'action et où se dire en effet limiter les actions des différents agents et leur donner en tout cas une identité forte, à l'associer comme si c'était une personne, c'est aussi quelque chose qui est fondamentalement parlant nécessaire pour cette nouveau type d'IA. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'on voulait vous parler aussi des problématiques d'agents, parce qu'aujourd'hui vous gérez des collègues, demain vous allez gérer des agents, il va falloir leur expliquer les choses, il va falloir les surveiller, il va falloir les noter, il va falloir les gronder, il va falloir les féliciter. Voilà, c'est des nouveaux collègues, en plus on ne pourra même pas boire un coup avec eux. C'est les enfants. On était contents d'avoir des collègues humains avec qui parler ce soir. Merci en tout cas. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui, alors je vais faire passer le micro pour que tout le monde entende, même sur Twitch. Bonsoir, merci pour la présentation. Actuellement, du coup, il y a plein de technologies IA, etc. sur le marché. Et on se demandait, du coup, avec mes collègues, comment vendre ça à notre client. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc, vous avez expliqué pas mal de choses pour répondre à cette question. Mais c'est quand même encore très, très flou de, est-ce que mon client, du coup, il doit passer du temps pour savoir oui ou non s'il faut qu'il passe... Qualification en besoin. C'est quand même très très dur de faire cet exercice, quoi. Non, moi j'ai une réponse qui va pas te plaire parce qu'elle est, c'est une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend de quel côté tu te poses. Si tu veux vendre des choses, si tu dois vendre des choses, tu vas toujours essayer de les vendre. D'un point de vue client, je pense que le vrai bénéfice avant tout, il est sur le fait de ne pas se faire larguer. Moi, je suis peut-être un peu plus ancien que certains ici, mais quand je vois qu'on commence on te dit que arrive la transformation digitale, je peux plus entendre ça. Ça fait 25 ans. Donc le premier truc à vendre, c'est de commencer, parce qu'il n'y a pas de sujet sur le fait que ça va durer. Donc il faut commencer. Après, voilà, quoi vendre, pour quel prix et quel ROI, je ne sais pas, mais se tromper et se tromper vite, on l'a vu, en quelques jours, on peut faire quelque chose et se dire, ok, c'était pas ça. Mais si tu vends ça, il n'y a pas de risque. D'autres questions? Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait 5% de projets qui réussissaient, 95% qui échouaient. Comment établir des ROI efficaces, justement, sur un projet IA? Là, je ne veux pas m'échapper, mais là, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est quand tu veux un ROI, en fait, c'est un retour sur investissement. Déjà, un ROI, c'est dans le temps. C'est quand est-ce qu'on est rentable, ce n'est pas un chiffre. Donc, ce qu'on calcule, c'est les OKR, c'est-à-dire les objectifs et les résultats clés qu'on veut atteindre. Donc, ça commence à être bien. Puis la première des choses que tu demandes, j'espère que ma cliente ne me regarde pas, c'est quoi le coût d'acquisition aujourd'hui? Et c'est quoi le délai moyen de traitement sur ce segment de clients? C'est trop long. Ok, tu sais quoi, on va aller plus vite. Voilà un ROI. Donc, tu vois, le problème, il est là. Évidemment, il faut que ça soit rentable. Et ça, on revient à ta question. Si je mets 100, qu'est-ce que je gagne? Mais en apprentissage, en anticipation, en capacité, j'allais dire. Oui, mais surtout en anticipation de se dire, OK, je ne peux pas faire d'IA là maintenant parce que mes données, elles sont pourries. Donc, je vais aller voir Michael. Puis je vais dire, écoute, finalement, là-dedans, dans mon budget, je vais me donner 6 mois pour cleaner, organiser mes choses. Voilà. Et peut-être que le petit bout d'AI sera à 5% au bout sur le reste. Et c'est un ROI, ça. D'être prêt, quand l'IA va être là dans 1 an ou 2, encore moins chère, encore plus puissante, à brancher. Le ROI, il est immédiat. Il y en a qui seront, eux, toujours incapables de sortir quoi que ce soit de correct. Si je peux complémenter un peu ce que tu dis, Luc, on est persuadés, en fait, tous les deux, voire même, je pense, vous aussi, qu'on est dans l'ère de l'IA. Il faut aussi que les clients aussi accrochent
cette partie-là. C'est charge à nous aussi de leur inculquer une culture IA aussi, et se dire en effet, peut-être que vous avez des données qui sont pas très bien, en tout cas, pas très organisées en tout cas pour passer à l'échelle, mais commençons petit, se dire en effet, on va faire un POC en effet au début, donc en effet prouver que cette solution est faisable, et à partir de là, en effet, on peut étudier différentes choses à faire, et on suit un peu le framework que vous a présenté tout à l'heure, à dire en effet, comment on avance tous ensemble. On va déjà aller voir les personnes, il y a certains qui sont plus convaincus que d'autres, à eux aussi de porter le message, et après on co-construit en fait tous ensemble cette partie-là, étant donné que ça va arriver, et après du coup tout dépend le ROI qu'il va y avoir, mais du coup c'est quand même important, et il faut onboarder l'humain en premier quand même. Ouais, je vais juste terminer par un truc, c'est cette méthode, enfin ce qu'on fait vise à résoudre des problèmes. Donc de deux choses l'une, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'IA. Donc, je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas de problème. En revanche, trouver le bon, pour moi, c'est vraiment ça le sujet. Sinon, on va faire des tests en prenant une solution, et puis ce que tu disais, c'est un bazooka pour une mouche. Ah bah, il n'y a pas de ROI, hein. En même temps, il n'y avait pas de problème. Ou alors, ce n'est pas le bon. Voilà. Donc, encore une fois, c'est relativement simple d'aller trouver du ROI quand on a un problème qu'on a chiffré et qu'on sait pouvoir résoudre avec de l'IA. Enfin, contribuer à résoudre. C'est pas miraculeux, je pense qu'on l'a prouvé ce soir. D'autres questions? Non? Très bien. Je pense que vous avez hâte de passer à l'apéro. Ouais. Merci. Avant de passer à l'apéro, je tiens juste à faire un petit rappel. Donc l'apéro web, on organise des événements, sauf que c'est pas forcément nous qui intervenons, comme aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez envie de partager un sujet avec l'Assemblée d'apéro web, vous avez vu, personne n'est méchant, et c'est en petit comité, donc c'est assez facile de prendre la parole. N'hésitez pas, donc les sujets sont très larges, comme je l'ai dit. Pour le mois prochain, on n'a pas encore le lieu, donc je ne peux pas vous annoncer de date. Mais si vous voulez intervenir, on peut aussi définir la date en fonction de votre calendrier, donc ça c'est bien pour vous. Voilà, merci à vous, merci à Focus de nous accueillir, et puis bon apéro.